RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Valérie Boyer. Bonsoir. Vous êtes sénatrice, Les Républicains des Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emmanuel Macron était en visite à Marseille. C'est sa 15e depuis qu'il a été élu en 2017. Le président a annoncé qu'il relèvera à 500 € l'amende aux consommateurs de stupéfiants et promet de s'attaquer aux têtes de réseau. Il serait injuste de dire que l'État ne fait rien, mais peut-il faire mieux ? Oui. Je pense que, déjà, beaucoup de choses ont été faites suite à la commission d'enquête du Sénat dont vous faisiez partie. Dont je faisais partie, effectivement, et que j'avais demandé depuis un petit moment à Bruno Retailleau. Et je dois dire que cette commission d'enquête a permis d'abord de découvrir l'ampleur du problème, même si entre la commission d'enquête et maintenant, les choses se sont aggravées. Parce que moi, je voudrais reprendre ce qu'a dit Alain Boer. Il disait que jusqu'à présent, la France n'avait jamais connu une mafia. Il y avait des actes mafieux, mais que maintenant, on avait la DZ Mafia qui avait pignon sur rue, si je puis dire, dans toute la France. Donc, pour prendre exemple sur l'Italie, par exemple. Oui. Alors, nous, ce que nous avons proposé au Sénat, c'est des mesures qui concernent vraiment l'arsenal législatif et la prise en charge. Il y a un second volet qu'on doit traiter. Et c'est pour ça que j'ai demandé une commission d'enquête sur les consommateurs et sur la prévention. Mais au Sénat, pour l'instant, l'ampleur du travail était tellement importante en ce qui concerne le narcotrafic, pour la prise en charge, l'organisation, la corruption, etc., qu'on a fait beaucoup de mesures sur cette organisation. Vous avez entendu parler des prisons de haute sécurité, voilà une des mesures du rapport. Vous avez, au mois de janvier, le PNACO, le parquet national anticriminalité organisée sera effectif. Le PNACO, le PNACO, c'est un acronyme qui veut dire qu'on s'organise pour le narcotrafic comme on s'organise pour le terrorisme. Donc ça, c'est essentiel parce que ça permettra de disposer d'outils et surtout d'être plus réactif. Moi, je regrette que, contrairement à ce que Martine Vassal avait demandé, candidate à Marseille et surtout présidente du département et présidente de la métropole, elle avait demandé et tout mis en œuvre pour qu'on ait le PNACO à Marseille. Parce que faire des annonces à Marseille, c'est bien, mais avoir des institutions qui permettent de lutter efficacement contre la criminalité organisée, c'est mieux. Donc malheureusement, le PNACO sera à Paris, ce qui est bien aussi, hein. L'important, c'est qu'il soit créé. Mais ce que je souhaiterais, ce que nous souhaiterions, c'est que nous puissions avoir ce PNACO, au moins une antenne du PNACO à Marseille. Donc, il y a toute une série de mesures qu'il faut encore mettre en œuvre, en quelque sorte. Bien sûr, et des décrets d'application qu'il faut mettre en œuvre également et avancer. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est une réponse globale et pas simplement une réponse répressive, et c'est une réponse structurelle qui est essentielle. Oui, alors quand Emmanuel Macron dit on va s'attaquer aux têtes de réseau, alors là, ça dépasse Marseille, bien évidemment, puisque les narcotrafiquants sont devenus des multinationales aujourd'hui. Donc, comment on lutte de manière internationale ? On l'a vu que Gérald Darmanin avait ses idées bien. Oui, bien sûr. Tout ça fait partie des préconisations qu'on a mis en œuvre dans ce rapport sénatorial. C'est-à-dire qu'on s'est attaqué au haut du spectre, au bas du spectre. Je vais vous citer 2 exemples. Par exemple, sur le bas du spectre, c'est peut-être toutes ces officines bidons qu'on voit en pied d'immeuble ou dans les rues, ongleries, faux coiffeurs, etc., qui font du blanchiment. Alors, il y en a qui existent et qui sont très bien, mais il y en a aussi d'autres qui font du blanchiment. On veut s'attaquer au patrimoine, bien évidemment, et on veut taper au portefeuille. Donc, tout ça est extrêmement important. Et puis, surtout, agir vite et pouvoir faire Parce que les 500 € d'amende aux consommateurs, alors, non, mais ça, marche pas. Ça, c'est
autre chose. je sais. Après, les consommateurs et la prévention, je pense que c'est un volet qu'on doit absolument explorer. Et c'est pour ça que je souhaiterais qu'il y ait une commission d'enquête sur ce sujet. Parce que, bon, il y a des amendes aux consommateurs, mais est-ce qu'on peut laisser des familles seules face à un enfant qui se drogue? Est-ce qu'on peut considérer que la prise en charge des personnes qui sont consommatrices, elle est identique à celle qui existait il y a 20 ans? Quelle réponse médicale? Quelle réponse psychiatrique? Quel volet de prévention? Quelles actions de santé publique on mène aujourd'hui? On voit bien que tout ça n'est pas organisé, n'est pas structuré. Je pense qu'il faut être inventif. On ne peut pas se contenter d'ouvrir des salles de shoot parce que d'abord, je pense que c'est une catastrophe et moi, les salles de shoot mises n'importe où, c'est pas possible. Autant, je pense qu'il doit y avoir des centres pour les gens qui ont des addictions, mais près des hôpitaux, avec des addictologues, avec des médecins. On ne les laisse pas dans la rue, nus, complètement... Oui, mais les hôpitaux psychiatriques ne veulent pas prendre des gens qui se droguent s'il n'y a pas des problèmes psychiatriques. Bien sûr. Et s'il n'y a pas de décompensation. D'abord, malheureusement... Donc les familles sont effectivement laissées les familles seules. sont seules. Les familles sont seules, je suis bien d'accord avec vous. Il n'y a pas de suivi de soins une fois s'ils sont hospitalisés. En plus, quand votre enfant est mineur et que vous vous retrouvez avec un gamin au collège ou au lycée, je pense qu'on est seul, on a honte, on a peur, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc, tout ça, effectivement, mais c'est pour ça que je pense qu'il faut une commission d'enquête, il faut être inventif, il faut changer de solution et puis surtout avoir de vraies politiques de prise en charge globale des très jeunes et des moins jeunes. Alors pourquoi, juste une dernière question sur le sujet, mais pourquoi les services publics, enfin le gouvernement ou même les autorités ne parlent jamais des conséquences? Alors, on a des images de saisie de drogue, toujours époustouflantes. Sur la santé des gens? Oui, sur la santé mentale, en quelque sorte. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pour ça que moi, je plaide justement pour qu'on travaille sur ce sujet. Non seulement on n'en parle pas, mais il n'y a jamais... Alors, autant on a eu des campagnes d'information sur les conduites à risque, qui ont été... les conduites automobiles à risque, qui ont été particulièrement efficaces, puisqu'on a diminué le nombre de morts, on a inventé les ceintures de sécurité. Tout ça découle de campagnes de prévention. On a des campagnes de prévention par rapport à l'alcool, mais sur la drogue, non. Vous savez que c'est extrêmement récent que maintenant on teste les gens qui fument, comme on testait les gens on teste aussi les gens qui boivent, ceux qui sont alcooliques sur la route. Et ça, c'est récent. Donc, il faut qu'on ait tous ces outils, qu'on mette en place tous ces outils avec un volet répressif et puis avec un volet prise en charge. Je dirais prise en charge et prévention, bien évidemment, qui associe l'hôpital, l'école, les familles, les collectivités, les centres de soins. Il faut inventer autre chose puisque la consommation aujourd'hui, elle a totalement évolué. Elle est avec des produits qui sont de plus en plus durs. On sait très bien que le développement de beaucoup de maladies mentales et son explosion vient aussi de la consommation du cannabis et d'autres substances. Je pense qu'il faut arrêter aussi de minimiser la consommation de ces substances. C'est pas sympa, c'est pas chic, c'est pas mondain, c'est terrible. C'est une catastrophe et c'est un fléau qui touche notre société. Et il faut absolument y arriver. Et je suis convaincue qu'on arrivera à mettre en place des nouvelles mesures. Alors Valérie Boyer, vous êtes donc sénatrice des Bouches-du-Rhône et donc forcément Marseille vous intéresse. Vous soutenez Martine Vassal à droite, donc qui s'allie avec les macronistes. Et aujourd'hui... Pour l'instant, je dis bien, c'est le socialiste actuel qui est en tête de liste, mais talonné de près par le Rassemblement national qui fait évidemment de la sécurité sa priorité. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe à Marseille peut faire basculer l'élection en faveur du Rassemblement national ? Alors, est-ce que c'est un risque ? Je me permets juste de dire que les trois candidats sont dans un mouchoir de poche et dans la marge d'erreur des sondages. Le maire non élu sortant, Benoît Payan, qui fait les yeux doux et qui s'acoquine avec LFI, puisqu'il a un de ses adjoints, Monsieur Barle, qui est parti soutenir Sébastien Delogu, qui était sur l'estrade quand Sébastien Delogu a lancé sa campagne avec Madame Traoré en disant la police tue. Et cette personne est toujours adjoint au maire. Donc vous voulez dire que le divorce qui a lieu à l'Assemblée nationale n'est pas vrai sur le terrain ?
Ah ben, C'est-à-dire que... clairement, à Marseille, non. C'est pas du tout le cas. Ensuite, vous avez effectivement le Rassemblement national et vous avez Martine Vassal, mais ils sont à un point ou deux dans les sondages. Donc, et Martine Vassal, elle rassemble la droite, le centre et toutes les personnes de bonne volonté qui ne sont pas extrémistes et qui aiment Marseille, puisque son slogan c'est Marseille, je t'aime. Et donc, oui, on est là pour travailler. Bon. Bah, oui, mais c'est vrai aussi. Donc, c'est bien de le dire. Le cœur, c'est un symbole universel, chère Roselyne. Donc, elle rassemble très largement. Et puis surtout, c'est une femme qui a un bilan. Je rappelle qu'elle est présidente de la métropole et du département et que, par exemple, au département, et c'est pas rien, elle a mis en place 85% de ses engagements. D'accord. Valérie Boyer, dans son livre Journal d'un prisonnier, Nicolas Sarkozy, ce livre qui est sorti il y a quelques jours, s'oppose au front républicain contre le Rassemblement national. Est-ce que Nicolas Sarkozy est le chef de la droite ? Donc Nicolas Sarkozy s'exprime dans son livre qui a beaucoup de succès. D'ailleurs, il était à Marseille dans le 12e arrondissement et je crois qu'il y a plus de 800 personnes qui sont venues acheter son livre qui était en rupture. Donc Nicolas Sarkozy, je pense, dit qu'entre LFI et le Rassemblement national, comme Roger Carucci l'avait dit, au deuxième tour, je pense que tout le monde choisira le Rassemblement national. Ça, c'est une évidence. Mais moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Nous sommes... Si vous êtes quand même au LR, est-ce que vous êtes sur la ligne Valérie Pécresse qui dit on ne peut pas s'effacer? Non, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. D'abord, je dirais que les personnes qui ne souhaitent pas cet accord, ça s'appelle Marine Le Pen, qui l'a dit plusieurs fois. Nous n'avons pas d'accord et nous nous présentons pour gagner. On n'est pas là pour faire des hypothèses d'accord. Donc il ne faut pas barrer le Rassemblement national lors d'une élection. La réponse, c'est facile. C'est oui, ça c'est non. Non, vous parlez du deuxième tour. Moi, je vous dis qu'au premier tour, Martine Vassal sera en tête et gagnera et que la question ne se pose pas. Là, vous faites une échappée. Parce que là, on est engagé dans une élection municipale. Avec 3 blocs qui sont à touche-touche. Là, vous m'embrouillez, là. Non, je ne vous embrouille pas parce que je vous réponds sur ce qui se passe dans ma ville et ce qui se passe à Marseille. Donc, nous avons 3 blocs qui sont proches. Dans les sondages, dans la marge d'erreur. Moi, je suis convaincue que notre candidate est la meilleure parce qu'elle peut rassembler. Oui, et c'est tout. C'est peut-être pas ma question. Ma question, c'est faut-il faire barrage ou non au Rassemblement national ? Alors, moi, je vous dirais qu'entre Mélenchon et le Rassemblement national, sans hésitation, je ne voterai pas Mélenchon. Ça, c'est clair. Donc, Rassemblement national. Oui, mais je pense que nous... Enfin, je ne veux pas être dans cette situation. Non, mais voilà, mais c'est une question de second tour. Je pense que beaucoup se sont exprimés sur cette question. C'est pas... Enfin, on ne part pas à une élection en disant on va s'effacer pour quelqu'un d'autre. Non, on part à une élection pour gagner. Moi, je pense que nous allons gagner cette élection parce que nous avons des atouts. Les personnes qui flirtent avec les extrêmes, c'est à gauche, où il y a des accords, il y a des appels du pied de Mélenchon vis-à-vis du Parti socialiste. Et je vous dis à Marseille, où il y a quand même des accords, puisque ça nous est pas arrivé à nous, un électeur, un adjoint au maire de Benoît Payan soutient M. Delogu et il n'a pas été sanctionné. Alors, le rassemblement, cette fois, je parle de la présidentielle, est en tête dans toutes les intentions de vote. C'est le rouleau compresseur Bardella qui écrase tout, en tout cas pour l'instant. Est-ce que les Républicains sont condamnés à courir derrière le Rassemblement national ? Ou à un moment, c'est la suite de ma première question, ou bien de s'allier avec eux. Je suis désolée. C'est quoi l'avenir ? Mais moi, l'avenir, c'est les municipales. Non, voilà. D'accord. On reviendra après. On peut parler un peu des présidentielles. On peut un peu se projeter. On est dans la politique fiction. Mais non. Dans les présidentielles. Aujourd'hui, l'élection majeure, l'élection qui compte, l'élection qui nous mobilise, c'est celle des municipales. Donc moi, je reviendrai volontiers pour qu'on parle des présidentielles. Mais pour l'instant... Je vais vous poser la question autrement. Quel serait le candidat idéal face au Rassemblement national, dans ce cas,
pour vous? Un Retailleau, un Wauquiez Moi, c'est pas du tout comme ça que je me pose la question. D'accord. Je dis quel serait le candidat idéal pour les Français et pas face au Rassemblement national. Qu'est-ce qu'on propose aux Français pour sortir notre pays de ses angoisses, de ses échecs, de ses difficultés aujourd'hui? Oui, bah alors c'est qui? C'est tout. On verra. Mais franchement, pour l'instant... Non, mais vous avez bien une ligne, vous êtes une politique, Oui, vous oui, êtes mais au moi j'ai Sénat, une vous ligne, êtes... c'est celle du parti dans lequel je milite depuis longtemps. Oui, mais c'est un peu une direction bicéphale. Vous avez un Retailleau, président, et puis un Wauquiez, il n'y a pas de candidat pour direction l'instant. bicéphale. Bruno Retailleau a gagné ses élections très largement. C'est lui le responsable de notre parti politique et je vous le répète, pour le moment, la question de la présidentielle... Pour le moment, vous êtes gêné aux entournures, c'est ce que je comprends un peu. Non, je ne suis pas gênée, mais il ne faut pas brouiller les pistes. On a une élection qui est majeure, avec une possibilité pour la droite de reconquérir des villes importantes. Moi, je pense à Marseille, de les débarrasser de cette alliance avec l'extrême gauche, de les sortir de l'ornière. Et je pense que c'est un pas majeur. Moi, je reviendrai volontiers au mois d'avril. Très bien. Alors, dernière question sur l'Australie qui est en proie à une attaque terrible d'antisémitisme, puisqu'il y a eu 15 morts et des dizaines de blessés. Un choc absolument immense pour l'Australie et pour le monde entier, et qui plonge un peu plus les communautés juives dans l'effroi et la peur. Diriez-vous que les juifs du monde entier ne sont en sécurité nulle part? Je le crains. En tout cas, c'est ce qui se passe parce que depuis le pogrom du 7 octobre, on est dans une sorte d'inversion accusatoire, c'est-à-dire un pays qui est attaqué, qui a subi l'horreur absolue, dont les otages ont été massacrés, torturés, violés, enfin tout ce qu'on peut imaginer de pire est arrivé. Et puis ce déchaînement de haine et d'antisémitisme sur toute la planète. Moi, je pense que l'Australie aussi a été particulièrement complaisante. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup d'organisations humanitaires avec les islamistes. Et voilà un des résultats. Mais au-delà de ça, d'abord, je voudrais dire toute ma compassion aux victimes et penser à notre compatriote Dan, qui était un magnifique jeune homme. C'est vraiment terrible de voir qu'encore un Français qui meurt... à cause du terrorisme islamiste. Le bilan de nos compatriotes juifs et non juifs d'ailleurs qui sont tués par les islamistes ne fait que s'alourdir. Mais malheureusement, je vais vous faire une réponse qui est pire encore que ce que vous me demandez. Je pense que la haine des juifs et la haine des chrétiens sont les deux faces de la même haine islamiste. Vous avez beaucoup d'actes anti-chrétiens, dont on parle moins, dont on parle pas. Par exemple, ce qui se passe au Nigeria. Hier, j'ai publié avec Charlotte Touati une tribune dans le Figaro sur justement les chrétiens en Algérie. Et aujourd'hui, on constate que Hanouka et Noël, eh bien, on va le faire sous protection policière. Et ça, c'est une grande tristesse face au terrorisme islamiste. Mais on doit proposer, là aussi, un message et des solutions. Si on mène la guerre, il faut la mener complètement. Merci beaucoup Valérie Boyer, merci d'être passée sur le plateau de France 24 et de RFI. Merci à Flore Simon-Caminero, merci à toute l'équipe technique, à très vite.